En Côte d'Ivoire, une faible affluence a été notée dans les bureaux de vote lors des municipales et régionales, marquées par plusieurs incidents en province, avec notamment la mort d'une personne dans le centre du pays. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga s'est rendu samedi dans 2 localités de la région de Mopti où sévissent les djihadistes. Objectif annoncer des mesures fortes afin d'assurer la sécurité des populations. Et puis au Soudan, la levée en octobre 2017 des sanctions imposées par Washington avait suscité un espoir de relance économique. Un an plus tard, rien ne semble bouger. Le maintien de Khartoum sur la liste noire américaine est pointé du doigt. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, une faible affluence a été notée dans le bureau de vote lors des élections municipales et régionales, marquées par plusieurs incidents en province, avec notamment la mort d'une personne dans le centre-sud du pays. Les Ivoiriens restent dans l'attente des résultats de ce scrutin, dont le principal enjeu était de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020. Les images. Les élections municipales et régionales n'ont pas attiré les foules samedi dans les bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Une journée marquée par plusieurs incidents en province, avec notamment la mort d'une personne dans le centre-sud du pays. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter à ces élections locales, mais dans le nord, les électeurs n'ont pas pu voter à cause de la défaillance du système électronique d'identification. Selon plusieurs présidents de bureaux de vote, le taux de participation a été faible. À Abidjan, le taux de participation s'annonçait également faible, excédant rarement 20% dans certains bureaux de vote visités. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans le pays avec près de 30 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain. Une personne a cependant été tuée d'un coup de couteau lors d'affrontements entre partisans de candidats à la mairie de Lakota. Des échauffourées et empoignades ont eu lieu dans plusieurs bureaux de vote de la localité où la campagne s'était déjà déroulée dans un climat tendu. Le scrutin était surtout un bras de fer entre le RHDP, la coalition du président Alassane Ouattara, et son ancien allié, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a quitté l'Alliance 2 mois avant les élections. Les premiers résultats officiels sont attendus dès ce dimanche. En bref, au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga s'est rendu samedi à Ténenkou et à Toguéré-Koumbé, 2 localités de la région de Mopti, où sévissent les djihadistes. Objectif annoncer des mesures fortes afin d'assurer la sécurité des populations. À Ténenkou, le Premier ministre a annoncé le renforcement de l'administration et du dispositif sécuritaire pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude. Le Premier ministre malien s'est ensuite rendu dans la localité de Toguéré-Koumbé où il a annoncé la fin de l'embargo de fête imposé par les djihadistes. Selon le chef du gouvernement, tous les moyens seront déployés pour assurer la sécurité et repousser les terroristes autour de la ville. La Somalie célèbre ce dimanche le premier anniversaire de l'attentat à la bombe par camion du 14 octobre 2017 qui avait coûté la vie à plus de 500 personnes. À cette occasion, les survivants et les familles touchées se souviennent de leurs proches qui sont morts et de la façon dont la vie de nombreuses familles à Mogadiscio a été affectée. On écoute. Mon mari et ma sœur ont été tués dans l'explosion de Sobé. Nous n'avons retrouvé que les os brûlés de ma sœur. Cette journée a été très choquante, mais maintenant, nous essayons de nous reconstruire. Pendant les 3 premiers mois après l'explosion, psychologiquement, je n'allais pas bien. Mais après 1 an, je me sens mieux. J'ai été blessé dans l'attentat du camion piégé et je suis tombé là. Tous ces matériaux sont tombés par terre. J'ai saigné pendant un certain temps, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai remarqué que je pouvais bouger. Ensuite, j'ai quitté ce commerce et je ne voyais pas très bien car la zone était couverte de fumée et tout était détruit. Grâce à Allah,
Je me suis rétabli un an après cette attaque. Je suis revenu travailler ici et je ne ressens aucune douleur. Au Soudan, la levée en octobre 2017 des sanctions imposées par Washington avait suscité un espoir de relance économique. Mais un an plus tard, rien ne semble bouger dans le pays. Plusieurs hommes d'affaires pointent du doigt la décision américaine de maintenir malgré tout Khartoum sur la liste noire des États-Unis, des États soutenant le terrorisme. Un maintien qui empêche, selon eux, le redressement en tant espéré. Reportage. L'espoir suscité au Soudan par la levée des sanctions imposées par Washington a été de courte durée. Une année après cette levée, le pays peine encore à relancer son économie. Des centaines d'usines ont fermé, tandis que les entreprises étrangères qui cherchent à soutenir de bons projets dans le pays ont une marge de manœuvre limitée en raison de la frilosité des banques et des institutions internationales. Nous avons licencié plusieurs ouvriers et réduit le temps de travail. Notre usine ne fonctionne à présent que 8 heures au lieu de 24 heures, ce qui signifie qu'il n'y a plus qu'une rotation au lieu de 3. Pour les chefs d'entreprise soudanais, cette situation est principalement due au fait que le Soudan figure encore sur la liste des États soutenant le terrorisme. Retirer le Soudan de cette liste serait, selon eux, un signal fort pour dire aux investisseurs étrangers de soutenir le pays. C'est dans l'intérêt de Washington et de Khartoum de dépasser cet énorme obstacle. Malheureusement, les États-Unis déplacent l'objectif tellement de fois qu'il est difficile de trouver une solution définitive. Pour sa part, le chargé d'affaires de Washington à Khartoum soutient que le Soudan a encore du chemin à faire pour se voir retiré de la liste noire des États-Unis. Pour les États-Unis, la chose la plus importante à faire, c'est d'arriver à un point où l'on peut retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Sans cela, nous sommes très limités dans ce que nous pouvons faire pour inciter les entreprises à prendre leurs propres décisions commerciales rationnelles. Pour rappel, Washington avait placé le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme en 1993 en l'accusant d'appuyer des groupes extrémistes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, avait vécu dans le pays entre 1992 et 1996. En Ouganda, au moins 41 personnes sont mortes à la suite d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies qui ont entraîné la crue d'une rivière jeudi dernier. Le drame s'est produit dans l'est de l'Ouganda, au pied du mont Aiglon, non loin de la frontière avec le Kenya. Les détails. Un nombre indéterminé de personnes sont portées disparues dans cet incident. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché jeudi la localité de Bukalasi, au pied du mont Elgon, restent pour l'heure peu claires. Jeudi, la Croix-Rouge ougandaise a évoqué un immense glissement de terrain. Le président ougandais Yoweri Museveni a également déploré sur Twitter des glissements de terrain provoquant le chaos dans le district de Bududa, tuant un nombre de résidents qui reste à déterminer. Selon certaines sources, la catastrophe a impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Bukalasi. Bukalasi se situe dans le district de Bududa, au pied du mont Elgon, une zone vulnérable au glissement de terrain, notamment en raison de la déforestation de la région au profit de zones cultivables. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dans cette région. En 2012, des glissements de terrain avaient détruit 3 villages. Des efforts du gouvernement en vue de déplacer des habitants de zones vulnérables au glissement de terrain ont jusqu'à présent rencontré la résistance des populations. Des systèmes d'alerte aux inondations et glissements de terrain ont été mis en place dans la région, mais les réponses à ces alertes ont jusqu'à présent été inefficaces. En Afrique du Sud, l'ancien archevêque et prix Nobel de la paix Desmond Tutu est rentré à son domicile. Ceci après avoir passé près de 2 semaines d'hospitalisation. Plus de précisions à travers cet élément. Héros
héros de la lutte anti-apartheid, l'ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, qui a fêté ses 87 ans dimanche dernier à l'hôpital, est rentré à son domicile après près de 2 semaines d'hospitalisation. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce vendredi sa fondation, qui affirme qu'il reprend des forces chez lui. Infatigable défenseur des droits de l'homme et proche de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu souffre depuis une vingtaine d'années d'un cancer de la prostate et effectue régulièrement des séjours à l'hôpital. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour son engagement contre le régime ségrégationniste de l'apartheid, aboli officiellement en 1994. Desmond Tutu a récemment pris position pour la légalisation du suicide assisté. Il y a 20 ans, disparaissait le dernier poilu sénégalais de la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye faisait partie des quelques 600 000 soldats des colonies qui furent enrôlés de force par la France pour aller combattre sur les fronts les plus périlleux de la guerre. Reportage. Dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais. Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Il est parti au front dès 1914. Il raconte son voyage de Dakar où ils ont reçu une instruction militaire sommaire au camp de Tcharoy. C'est là qu'ils ont reçu les premières instructions sommaires militaires pour quelqu'un tiré de sa brousse et qui va être soldat. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Ce que je sais, c'est qu'il était honoré d'avoir accompli une tâche, c'est-à-dire combattre sur le terrain militaire avec tous les rigueurs de la guerre, la mort, etc., de l'avoir fait pour la France, mais aussi de l'avoir fait pour honorer son père et ses frères. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée. En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.